À toutes et à tous. Donc, deuxième partie de ce chapitre 5 sur les débuts de la Russie helsingienne, notamment les années clés, les années 92-93. J'avais, je m'étais arrêté la dernière fois donc à ce que j'ai appelé la méthode helsingienne, c'est-à-dire les appuis que possédait Helsinki à l'époque, à l'extérieur du pays comme à l'intérieur. Et aujourd'hui, donc, j'énumère au contraire les éléments d'opposition à Helsinki. Alors, cette opposition, est double. C'est d'abord une opposition populaire, euh, et surtout composée de ce qu'on appelle parfois les petites gens, les personnes âgées, retraitées, mais surtout les fonctionnaires d'État, de la justice, de la police, de l'enseignement et l'armée. Et enfin, l'ancienne bureaucratie du parti. Donc, toutes ces catégories sont en général plutôt hostiles à Poutine. Alors pourquoi? Ben, les motifs sont légion, euh, pardon, j'ai été trop vite comme d'habitude. Donc, oui, je disais que les motifs étaient légion. D'abord, il y a la baisse du niveau de vie qui est évidemment très mal vue par toute la population, notamment la plus modeste. Il y a la désorganisation de toutes les infrastructures du pays, euh, la perte de prestige aussi de la Russie, le fait qu'elle ait éclaté. Le sort des Russes dispersés dans les ex-républiques d'Union soviétique. Euh, Au sein même de la fédération, il y a aussi tout ce qui, comment dirais-je, contrarie dans les régions les différentes inégalités. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de motifs. Pour donner, comment dirais-je, euh, un exemple précis d'un ensemble socio-économique qui est en opposition, je citerai le Front de salut public, euh, qui ouvertement donc appelle à renverser le régime de d'Eltsine, qui est qualifié de fasciste. Alors, le Front de salut public a été d'abord interdit en 92, mais la Cour constitutionnelle l'a reconstitué en janvier 93. Et puis, je citerai aussi parmi quand même euh, les noyaux de mécontentement, hein, les communistes, notamment un parti qu'on appelle les communistes de Russie, qui sont en train de se réorganiser et qui ont à leur tête Zyuganov. Pour donner un exemple de leur mentalité, de leur état d'esprit, lorsque les putschistes du coup de force d'août 1991 sortent de prison, eh bien, Zyuganov et ses amis les applaudissent. Donc, une opposition populaire, pas colossale peut-être, puisque Yeltsin jouit toujours d'un, euh, d'une sympathie, d'une empathie d'une partie de la population, qui n'est pas négligeable. On va le voir d'ailleurs au référendum qui auront lieu durant cette année 93. Alors, parallèlement à l'opposition populaire, il faut surtout parler, et c'est ça qui est au cœur des questions que nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'opposition parlementaire. Alors, il n'y a pas toujours eu entre Yeltsin
et le Parlement. Le Parlement, ça veut dire le Congrès et le Soviet suprême. Il n'y a pas toujours eu une situation conflictuelle. On peut même parler d'un certain état de grâce au tout début, entre le mois on va dire, d'octobre et de décembre 91, les mois qui ont suivi le putsch du mois d'août. Bref, état de grâce, puisque le Parlement décide le 1er novembre 91 d'accorder des pouvoirs spéciaux à Yeltsin pour toutes les mesures concernant l'économie, et cela pendant un an. Donc, en matière d'économie, à partir du 1er novembre 91, Yeltsin a la possibilité légale donnée par le Parlement de légiférer par décret. 15 jours plus tard, nouvelle liberté accordée à Yeltsin, le Parlement accepte que Yeltsin soit à la fois bon président, il a été élu, mais aussi Premier ministre, et par là même accepte qu'il désigne les ministres. Donc, au total, comme on le voit, le Parlement à une certaine époque, donc au fin 91, a accordé à Yeltsin des pouvoirs extrêmement importants. Mais les relations entre le Congrès et Yeltsin se sont gâtées. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler de hauts dignitaires du régime, donc des membres éminents du Parlement, qui vont manifester leur opposition. L'un des piliers de cette opposition à Yeltsin, ce sera le vice-président de la Fédération de Russie, Alexandre Rouskoï. Euh, un mot sur cet homme qui, pendant quelques mois, va être au cœur des événements de la Russie. Rotskoï est un militaire de carrière. Il a été pilote de chasse et il est arrivé dans l'armée jusqu'au grade de colonel. Il a particulièrement brillé en tant que pilote de chasse en Afghanistan, où il a effectué 438 missions de chasse. Il a été abattu 2 fois par l'ennemi, une fois par un missile, une autre fois par un avion F-16, et il a reçu, à l'issue de ces campagnes glorieuses d'Afghanistan, la médaille, le titre de héros de l'Union soviétique. Alors, il se retrouve en mars 91 comme député au Congrès et il prend la tête d'un groupe qu'il appelle les communistes pour la démocratie. Et contrairement à toute attente, il soutient Yeltsin au moment les plus houleux du débat, des débats de cette époque. Aussi, Yeltsin lui en est reconnaissant et il le choisit en juillet 1991 comme vice-président de la Fédération de Russie. Bon, il a Yeltsin en tête grâce à cette recrue, Routskoï, de rallier dans le corps électoral les voix encore indécises, notamment Routskoï peut lui apporter des voix communistes, des voix des militaires et des femmes, car il est charmant. Vous avez vu cette moustache superbe et tellement bien taillée. Alors, avait bien commencé donc avec Yeltsin, et puis tout va se gâter et très vite. Très vite, Rutskoï va prendre de la distance par rapport à Yeltsin et se rapprocher au contraire du président du Parlement, Kazboulatov. Et Rutskoï, si vous voulez, ne sent pas Yeltsin, ne le comprend pas. Bon. Et lors
lors de la crise qui va éclater, dont je vais parler dans un instant, la crise de mars 93, Rutskoy va prendre fait et cause pour le Parlement. Le deuxième pilier de cette opposition, c'est Ruslan Kasboulatov. C'est un Tchétchène, il est né en Tchétchénie, mais à la suite de la déportation des Tchétchènes sur ordre de Staline, sa famille a été déportée au Kazakhstan et il a passé donc sa jeunesse dans cette république. C'est un économiste, il est docteur en économie de l'Université de Moscou et il a commencé sa carrière aux côtés de Yeltsin en 1987. Il se fait connaître au sein du Congrès du Soviet suprême et il va devenir président du Soviet suprême de Russie en juillet 1991. Il va succéder à ce poste à Yeltsin. Donc vous vous souvenez bien sûr que le Congrès des députés du peuple, qui est une création de Gorbatchev, hein, c'est lui qui élit le Parlement proprement dit, c'est-à-dire les deux chambres qui forment le Soviet suprême. Et donc, Kasboulatov est le président du Soviet suprême. Donc il y a ces deux hommes, Rutskoy et Kasboulatov, qui joue un rôle très important dans l'opposition parlementaire. Il faut également parler du lobby industriel. Le lobby industriel, c'est, si je peux dire, le successeur du fameux complexe militaro-industriel, le CMI, hein, qui, à l'époque soviétique, donc, tenait les rênes de l'économie militaire. Bon, l'Union soviétique est morte, mais le lobby a continué à survivre, à prospérer même, hein, plus que jamais. Et au sein du Parlement, le lobby est représenté par comment dirais-je, des grands directeurs de combinats, d'entreprises qui veulent défendre leurs idées, c'est-à-dire donc éviter une économie trop libérale et au contraire continuer plutôt vers une économie très encadrée, avec de grosses commandes de la part de l'État, et tout ça pour entrer dans leur poche. Alors, au sein du Parlement, le lobby forme un premier parti, entre guillemets, qui est l'Union pour le renouveau, qui est animé par Volsky, euh, qui a été membre de la nomenclatura communiste, et peu après, en novembre 92, Rutskoy et Volsky, qui s'occupaient donc de la structure précédente, créent l'Union civile ou civique. L'Union civile au sein donc du Congrès. Alors, cette Union civile a trois desiderata. Elle exige d'abord qu'on ralentisse le rythme des réformes, et l'Union civile va être tout à fait contre Gaïdar et ses réformes. Deuxième exigence, un contrôle étroit de l'État sur les privatisations. Il n'est pas question de privatiser, au contraire, le secteur le plus prospère, le secteur militaire, doit être maintenu en grande partie au sein de l'État. Et enfin, troisième exigence qui, évidemment, est tout à fait dans la lignée des deux précédentes, il est opposé au libéralisme à l'américaine et critique, par exemple, énormément la politique du Fonds monétaire international. Donc, cette union civile représente le lobby industriel au sein du Parlement et il est très opposé à Yeltsin et à tous ses ministres. Donc ceci, c'était pour brièvement, sommairement, évoquer quelle était à cette époque l'opposition à Yeltsin, une opposition, vous l'avez vu, populaire,
mais une opposition aussi parlementaire forte. Que va faire Yeltsin face à cette double opposition? Je sors à nouveau ma balance, je l'avais fait, je crois, pour Gorbatchev. Euh, dans chaque plateau, évidemment, il y a d'un côté les atouts de Yeltsin et de l'autre côté les oppositions. Alors, les atouts de Yeltsin à cette époque ne sont pas minces. C'est le président de la Fédération de Russie. Il a été élu démocratiquement à une assez large majorité. Et je l'ai dit il y a un instant, depuis quelques mois, le Parlement, depuis le novembre donc 92 pour être précis, le Parlement lui a accordé donc au moins pendant un an de légiférer par décret directement, sans passer par le Parlement, pour tout ce qui concerne l'économie. Et enfin, on lui a accordé d'être également Premier ministre en même temps que président et de choisir le, les membres du Conseil des ministres. Donc, tout ça, c'est des pouvoirs très forts. Mais de l'autre côté de la balance, il y a donc un Parlement qui devient de plus en plus contestataire, qui désapprouve la politique de Yeltsin, notamment de Gaïdar. Il y a, je l'ai cité tout à l'heure, le successeur du complexe militaro-industriel, ce que j'ai appelé le lobby industriel, qui est très actif et très opposé. Il y a l'armée, dont j'ai peu parlé, mais qui suit de près le complexe militaro-industriel. Une armée, on le verra, assez indécise, notamment lors du coup d'État du mois d'octobre. On ne saura guère jusqu'au dernier moment si l'armée va soutenir le Parlement ou le président Yeltsin. Et enfin, il y a les régions, comme on dit, hein, les anciens secrétaires de région, les administrations régionales, qui ont toujours une action assez indépendante. Donc, dans les deux poids de la balance, c'est pas toujours Yeltsin qui l'emporte. Alors, quand il est en position de faiblesse, selon les périodes, c'est-à-dire donc quand c'est l'opposition qui pèse davantage que lui-même, eh bien, je dirais, comme tactique, c'est pas très sophistiqué, mais ça me rappelle un peu Deng Xiaoping en Chine. Euh, c'est d'abord une première tactique qu'il utilise assez souvent, c'est de faire semblant de reculer, comme faisait d'ailleurs Deng Xiaoping. Alors je vais donner deux exemples. Ça concerne surtout d'ailleurs le choix de ses collaborateurs. Par exemple, en avril 92, donc, euh, le Parlement est déjà euh, vent debout, comme on dit, hein, parce que le Parlement n'apprécie pas du tout euh, Bourboullis, qui est le bras droit donc d'Helsinki, que j'ai présenté dans la dernière vidéo, et Gaïda, l'économiste. Donc, il y a toute une fronde parlementaire au printemps 92 menée par les conservateurs et Yeltsin bon, se sent obligé de se séparer d'Igor Gaïdar, son ministre des Finances, et qui est le chantre donc de la thérapie de choc qu'on applique à l'économie. Et il se sent obligé aussi de révoquer son bras droit, Bourboullis, qui avait un poste très important de vice-premier ministre. Donc, il semble céder au Parlement. Mais, quand on attend un peu, qu'on regarde de plus près ce qui se passe, on s'aperçoit que, en réalité, Gaïdar conserve un poste de premier vice-premier ministre et Bourboullis reste quand même secrétaire d'État. Donc c'est ce que j'appelle feindre de reculer.
Un deuxième exemple assez semblable, fin novembre, début décembre 92, il veut donc toujours essayer de se rallier le Congrès, car le Parlement, il sent qu'il perd du poids, Yeltsin décide de se séparer du ministre de l'Information, qui est haï des conservateurs, et il décide alors vraiment de supprimer le poste de son bras droit, Bourboulis. Enfin, euh, il sacrifie totalement son Premier ministre Gaïdar et il accepte de nommer à sa place un homme issu du complexe militaro-industriel qui est plutôt bien vu par les conservateurs. C'est Viktor Tchernomyrdin. Donc là aussi, dans un premier temps, on se dit, il a cédé aux pressions du Parlement. Mais quelques semaines plus tard, on observe que l'essentiel de l'ancienne équipe est conservé à des postes divers. Simplement, ce recul temporaire a permis à Yeltsin d'imposer l'idée d'un référendum au mois d'avril prochain. Bon. Donc voilà une première tactique, euh, la feinte. Deuxième tactique, également utilisée par Deng Xiaoping, c'est la séduction de l'adversaire. Donc, en septembre 92, il a peur de ne pas avoir tous les soutiens qu'il souhaite du Parlement et il va euh, annoncer le 11 septembre 92 qu'il va verser à titre de subvention exceptionnelle plus de 13 milliards de roubles à l'industrie de défense au titre donc de l'exercice 92, donc subvention exceptionnelle à l'industrie de défense, et il annonce une augmentation des commandes de l'État, toujours à l'industrie de défense. Donc, il est évident que tous les gens du complexe militaro-industriel et leurs amis sont ravis de ces subventions et de l'augmentation des commandes. Donc, c'est une manière de se rallier le Parlement, momentanément en tout cas. Ça lui permet, comme je l'ai écrit au fond de la diapositive, d'annoncer pour le mois d'avril ce à quoi il tient beaucoup, c'est-à-dire la tenue d'un référendum. Donc voilà brièvement énoncé la tactique. Maintenant, quand Yeltsin est en position de force ou s'estime en position de force, eh bien, ses actions sont beaucoup plus brutales, beaucoup plus radicales. Nous allons le voir là, ça va être le cœur de la mise au point d'aujourd'hui. Nous allons voir Helsinki face au Parlement qui va vraiment montrer une opposition systématique et Yeltsin va utiliser des méthodes radicales. Alors, je souhaite étudier cette crise qui va surtout éclater en octobre 93, mais qui commence au printemps 93, l'étudier donc avec quand même pas mal de détails, car elle est fondamentale pour le moment, pour le pouvoir d'Helsinki, et peut-être aussi pour l'avenir, pour le régime de Poutine. Donc, tout commence au printemps 93 et on peut parler là d'une crise du double pouvoir. Qu'est-ce qu'on entend par double pouvoir? Ben, c'est très simple. Et après, nous verrons à l'automne. Bon, pardon, hein, je vais énumérer pour que tout soit clair. Donc, je vais commencer par analyser la crise du printemps 93. Je dirai un mot de l'été, car il y a des choses importantes. Et bien sûr, je terminerai en détaillant l'automne sanglant de 93. Donc, je vais attaquer
la crise du printemps 93. Alors, pourquoi double pouvoir? C'est donc le pouvoir du président, qui se trouve, comme tout le monde le sait, au Kremlin, et le pouvoir du Congrès et du Soviet suprême, qui en est issu, et Congrès logé donc à ce qu'on appelle la Maison Blanche. Vous voyez la situation. Donc le Kremlin, tout le monde sait où c'est, bien sûr, au cœur de Moscou. La Maison Blanche est quand même éloignée, à vol d'oiseau, à un peu plus d'1 kilomètre, et se trouve donc au bord d'un méandre de la Moscova, hein. Euh, alors, on peut parler évidemment de double pouvoir et d'un double pouvoir légitime. C'est en ce sens que la crise, si vous voulez, est particulièrement délicate. Le président, je l'ai rappelé tout à l'heure, a été légitimement élu président de la Fédération de Russie et le Congrès en juin 91. Et un an avant, le Congrès avait été également légitimement élu. Donc, c'est deux pouvoirs légitimes qui vont se faire la guerre. Alors, je rappelle les chefs de ces deux courants. Donc, au Congrès, c'est ce fameux Kasboulatov, d'origine de Tchétchénie, donc, qui est le président du Soviet suprême, donc qui préside par conséquent l'ensemble. Et bien sûr, au Kremlin, il y a Yeltsin, son nouveau Premier ministre, euh, ah, j'ai toujours un peu de difficulté, Tchernomyrdine, et il y aurait normalement le vice-président de la Fédération de Russie, qui est Routskoï. Mais Routskoï, vous voyez, je l'ai fait tomber parce que il va passer à l'ennemi, il va soutenir à fond le Congrès. Alors, tout commence donc au printemps 93 par une crise. Euh, le 10 et 13 mars, le Congrès se réunit donc en session. Je crois que c'est la huitième session du Congrès depuis sa création. Et immédiatement, dès le début de la session, c'est-à-dire autour du 10 mars, le Congrès refuse de prolonger les pouvoirs d'exception du président, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, ce qui lui a permis de légiférer par décret sans passer par le Congrès, donc refuse de prolonger cela. Et deuxième point, il qualifie d'inopportune l'organisation d'un référendum qui est réclamé à corps et à cri par Yeltsin pour mieux asseoir son autorité. Donc, refus euh, sur les deux. Alors, le 20 mars, donc une semaine après, Yeltsin réplique en s'adressant à la nation par voie de télévision. Je vous donne un large extrait. Le pays ne peut plus vivre dans une situation de crise perpétuelle du pouvoir, dit-il à la télévision. En gâchant nos forces de cette façon, nous ne sortirons jamais de la misère et n'obtiendrons pas la paix et la sérénité pour nos citoyens. Le huitième congrès, en somme, joue la répétition générale d'une revanche de l'ancienne nomenclature du parti. Joue donc, je répète, la répétition générale d'une revanche de l'ancienne nomenclature du parti. On cherche tout simplement à tromper le peuple. Le mensonge se fait entendre dans d'incessants serments de fidélité à la Constitution. De congrès en congrès, celle-ci se voit dénaturée, la Constitution, et retaillée à des fins intéressées.
coup après coup, on s'attaque au fondement du régime constitutionnel, le pouvoir du peuple. Le Congrès a enterré le référendum sur la propriété foncière, a enterré aussi le référendum d'avril sur les bases de la nouvelle Constitution. Je dirais les choses simplement, il a peureusement évité de résoudre la question des élections anticipées. Conséquence tragique de ce congrès, l'affaiblissement du pouvoir, l'affaiblissement de la Russie. Tout se passe comme s'il y avait deux gouvernements, l'un constitutionnel et l'autre au Soviet suprême. Mais ce sont des politiques radicalement opposées. Et Helsinki annonce, là, à la télévision, le 20 mars, qu'il a signé un décret sur le régime spécial de gouvernement jusqu'à la fin de la crise du pouvoir. En conséquence, un vote de confiance au président et vice-président est fixé au 25 avril. Donc, si vous voulez, ce qu'il annonce, c'est que désormais, le régime normal est suspendu. C'est un régime spécial qui va priver le Congrès de ses pouvoirs. Réplique du Congrès. Le Congrès, en réalité, c'est surtout le vice-président Routskoy. Le Congrès soumet le texte du décret présidentiel à la Cour constitutionnelle, qui le rejette dans un premier temps, puis qui va le reprendre et l'acceptera sous une forme édulcorée. Une rencontre a lieu quelques jours plus tard, le 24 mars, au Kremlin, entre les représentants des deux pouvoirs. Il y a Helsinki, il y a Tchernomydine et il y a Kazboulatov. Mais, comme le dit Helsinki à la sortie de cette rencontre du 24 mars, il n'y a aucun accord sur rien. Fin mars, alors là, on approche de choses fondamentales. Fin mars, le Congrès décide de voter une motion de censure, qu'on peut appeler à l'américaine impeachment. Pour destituer le président en Russie, il faut 2 tiers des voix. Le vote a lieu, il y a 634 voix pour l'impeachment sur 1034, il manque 72 voix. Donc, le président n'est pas démis. Et le Congrès accepte, parce qu'il ne peut pas faire mieux, qu'un référendum, comme le président l'a demandé, ait lieu le 25 avril. Le référendum, j'en profite pour faire une parenthèse, c'est vraiment le moyen privilégié par Helsinki qu'il utiliserait sans arrêt. Il se passerait très bien du Parlement et il n'utiliserait que le référendum. C'est une manière donc de contourner le Congrès, le Soviet suprême. Alors, ce référendum a lieu le 25 avril 1993. Il y a 4 questions. Première question, avez-vous confiance en le président de la Fédération de Russie, Boris Yeltsin? Réponse. Donc, il y a quand même pas mal de votants, 64%. 59, 60% pratiquement font confiance à Boris Yeltsin. 40, non. C'est un très beau succès pour Yeltsin. Deuxième question. Approuvez-vous la politique socio-économique menée par le président et le gouvernement de la Fédération de Russie? Réponse. 54% de oui, donc ça a baissé un peu par rapport à la confiance en Boris Yeltsin, mais ça reste une bonne majorité. Troisième question. Yeltsin y tenait.
Estimez-vous nécessaire l'organisation d'une élection anticipée du président de la Fédération de Russie? Réponse, 51% de oui. Mais le Parlement ne veut pas et décide que pour cette question 3, comme pour la question 4, hein, euh, on, comment dirais-je, euh, on ne calculera pas à la majorité relative, mais à la majorité absolue. Donc, on va rejeter cette question. De même, la quatrième, estimez-vous nécessaire l'organisation d'élections anticipées du Congrès des députés et du peuple? Donc Yeltsin y tenait beaucoup, le Congrès beaucoup moins. Donc il sort cette... Donc ça fait 70%, il y a quand même de voix, dira le Congrès, euh, il faut donc la majorité absolue du total des inscrits et cette majorité n'est pas atteinte dans les questions 3 ou 4, donc elles ne seront pas appliquées. Alors voyons un peu les réactions de Yeltsin dans un des livres de mémoire sur ce référendum. La grande surprise fut la réponse à la deuxième question, c'est-à-dire approuvez-vous la politique socio-économique? Un peu plus de la moitié, la majorité tout de même des électeurs, dont un pourcentage très correct de la population active, ont dit oui aux réformes, oui aux nouveaux prix, oui aux privatisations, etc. Mes adversaires ne s'y attendaient pas. La seule carte sur laquelle ils misaient, la population vote pour Yeltsin pour préserver la paix civile, mais rejette sa politique. Ce seul atout leur était enlevé. Et il reprend un peu plus loin, toujours dans son livre, tout de même, que signifiaient les résultats du vote? Au fond, c'était les secondes élections présidentielles, 2 ans après les premières. C'est en général le laps de temps après lequel il y a une crise de confiance envers le chef de l'État élu ou envers le parti au pouvoir. Les gens attendent des hommes politiques beaucoup plus qu'ils ne peuvent donner, des changements immédiats dans leur propre vie. Voilà ce qu'ils attendent. Sinon, pourquoi mettre son bulletin dans l'urne? Mais les changements se font lentement. Et qu'attendre des électeurs chez nous en Russie, où pendant tant d'années, on a promis des réformes qui ne venaient jamais, promis une perestroïka qui piétinait sans avancer, où auparavant l'on menait effrontément à la télévision, on mentait, pardon, effrontément à la télévision, en prétendant que le niveau de vie s'élevait, alors que la pénurie de biens de consommation était criante. Normalement, l'homme qui conduit une réforme aussi douloureuse, avec de telles hausses de prix, aurait dû être limogé. La lassitude de la population, c'est sur cela que l'opposition comptait. Je pouvais voir de joyeux slogans tracés sur les murs. Le 25 avril, Black Boulon, Elia. C'est l'abréviation méprisante de Yeltsin. Les gens n'ont pas simplement voté Yeltsin en lui-même. Yeltsin n'est peut-être pas si important. Les gens ont voté pour que quelque chose se passe. Il me semble que c'est la grande leçon du référendum. Ceci, à mon avis, est assez juste. Donc nous étions le 25 avril et, pardon, je regarde, c'est passé un peu vite. Oui, donc pour le moment, on pourrait presque conclure en une partie nulle. Bon, Yeltsin a gagné pour les 4 questions, mais il n'y en a que 2 qui ont été véritablement acceptées pour des raisons de majorité. Donc, le Parlement a évité de nouvelles élections. Donc, on peut dire qu'il a quand même réussi à gagner aussi. Donc, au total, c'est un peu une partie nulle. On peut le croire,
Mais en réalité, 5 jours plus tard, le 1er mai 1993, a lieu un meeting organisé par les leaders de l'opposition à Yeltsin. Il y a des bagarres avec la police, des chutes, des mouvements de panique. Un manifestant s'empare du volant d'un camion des forces de l'ordre et charge en marche arrière. Un lieutenant de police est écrasé. C'est la première victime de la lutte entre les deux pouvoirs. Première victime, cette espèce de guerre civile, il faut dire le nom, hein, qui éclate et qui va se développer durant l'automne. Yeltsin va se rendre aux obsèques, euh, où je vous ai mis un extrait du journal Les Échos. Plusieurs centaines de personnes ont été blessées. Bon, le journaliste énumère l'opposition qui est représentée, opposition communiste, nationaliste, ancien putschiste, voilà, face aux forces spéciales. Alors, en ce 1er mai 93, et ça va se confirmer dans les mois suivants, mai, juin, euh, on a le sentiment qu'est en train de se révéler au grand jour euh, la, l'état des forces, si vous voulez. Alors, donc, après avoir évoqué cette crise du printemps 93, qui a quand même été très forte, n'oubliez pas l'impeachment, même s'il n'a pas réussi. Bon. Donc, avant l'automne sanglant, nous allons avoir droit à un été difficile. Parce que la crise du double pouvoir, pardon, n'est pas simplement une crise politique. Elle tend aussi à miner l'économie. Alors, je vous cite une mesure importante et très, très mal reçue. C'est en juillet 93, la Banque centrale de Russie qui ordonne, alors la Banque centrale, elle obéit au Soviet suprême. Donc, elle ordonne une opération d'échange des billets de banque entre les vieux billets, dont j'ai mis un billet comme exemple, en haut à gauche, les vieux billets de la période soviétique. Le billet que j'ai mis, vous voyez, il y a marqué 1961, donc l'époque de Khrouchtchev. Donc, échange de billets entre les vieux billets soviétiques et les nouveaux billets actuels, les nouveaux roubles, donc russes. Alors, cet échange, pourquoi pas, mais il est plafonné, l'opération est plafonnée à 30 000 roubles nouveaux par personne. Donc ça veut dire que vous avez, mettons, 50 000 roubles d'économie, vous allez à la banque et on ne vous en remettra que 30 000. Vous en perdrez 20 000, puisque pour des raisons, pour éviter l'inflation, on prend cette mesure draconienne, c'est-à-dire donc plafonner l'opération à 30 000 roubles. Évidemment, l'opération est d'une extrême impopularité, même si tout le monde comprend que c'est pour juguler l'inflation. Yeltsin raconte, par exemple, que son gendre venait de toucher sa prime de congé, bon, en vieille coupure. Et quand il a voulu les échanger contre de nouvelles coupures, ben, il s'est aperçu que, il en perdait une bonne partie et il était furieux. Donc, cette opération bancaire, dans ce contexte de très vive tension, a été là aussi une de ces fameuses gouttes d'eau qui font déborder
le vase. Deuxième fait qui n'a aucun rapport, mais qui va jouer un rôle important, euh, Pout- oh, je me suis trompé, pardon, j'ai mis Poutine. Vous vous rendez compte. Alors, je vais corriger cela quand même. Je ne sais pas si je peux corriger, mais il est évident que j'ai voulu dire Yeltsin, hein. Euh, donc, vous corrigez, s'il vous plaît, congé d'Eltsine dans le Val d'Aille. Donc, durant l'été 93, Eltsine décide de se reposer et il s'en va donc passer quelques semaines dans le Val d'Aille, c'est-à-dire donc une belle région située donc pas loin de Novgorod, hein. Euh, et là, c'est le but de ses vacances, dit-il, de ses congés, il va réfléchir aux mesures à prendre. Alors on peut l'imaginer ainsi, comme le penseur de Rodin, et quand il a fini ses cogitations, il a pris quelques décisions. La première, c'est que il n'abrogera pas la Constitution. C'est-à-dire que on ne va pas continuer à amender la vieille Constitution, on en rédigera une nouvelle. Ça, c'est la première idée qu'il a. Deuxième idée, même s'il en a beaucoup envie, et s'il en avait envie, il ne va pas dissoudre le Congrès, mais il va réfléchir comment transformer le Congrès en ce qu'il appelle un Parlement professionnel, euh, c'est-à-dire, euh, ben, je crois comprendre, une chambre qui mettrait en présence de véritables partis politiques, y compris d'ailleurs les communistes, et où si vous voulez, les problèmes de personnes seraient peut-être moindres et où ce seraient les partis qui s'exprimeraient davantage. Je n'en sais pas plus, je n'en dis pas plus. Donc il a ces deux idées nettes. Je n'abrogerai pas la Constitution en rentrant, le Congrès ne sera pas dissous non plus. Ensuite, en ce qui concerne, alors, qu'est-ce qui se passe? Les personnes. En rentrant, il est décidé à retirer totalement sa confiance à son vice-président, Rutskoy. Il a parfaitement compris que Rutskoy est totalement opposé à lui, que donc il ne faut pas le garder. C'est Rutskoy qui a proposé lui-même l'impeachment. Donc, pour Yeltsin, c'est un homme dangereux. Donc, on va lui retirer sa confiance. Et enfin, il est tout aussi décidé à faire revenir donc au gouvernement Gaïdar au mois de septembre, que Gaïdar plaise ou déplaise. Voilà, semble-t-il, les principales décisions prises par Yeltsin pendant ses congés dans le Val d'Aille. Et à son retour, il va faire une déclaration télévisée le mardi 21 septembre. Une bombe, cette déclaration télévisée. Une bombe. Je vous lis la déclaration. Alors, naïf. Vous et moi avions formé l'espoir que le point de rupture se ferait après le référendum d'avril par lequel les citoyens de Russie ont soutenu le président et sa politique. Hélas, il n'en a pas été ainsi. Ces derniers jours ont définitivement ruiné l'espoir de reprise d'une collaboration un tant soit peu constructive. Les décisions relatives au budget, à la privatisation, pardon,
et attendent d'autres choses, ne font qu'aggraver la crise et nuire gravement au pays. Tous les efforts du gouvernement pour soulager, ne serait-ce qu'un peu la situation économique, se heurtent à un mur d'incompréhension. Il ne se passe pas de jour sans qu'on ne harcèle ou qu'on ne torde le bras au Conseil des ministres. Chers citoyens, la seule façon de surmonter la paralysie du pouvoir d'État en Fédération de Russie est de le renouveler d'une manière radicale sur la base des principes de la souveraineté populaire et de la constitutionnalité. La Constitution en vigueur ne nous le permet pas. La Constitution en vigueur ne prévoit pas non plus de mécanisme d'adoption d'une nouvelle Constitution incluant un dispositif honorable de sortie de la crise de l'État. En tant que garant de la sécurité de notre État, j'ai le devoir de proposer une sortie de l'impasse. J'ai le devoir de rompre ce cercle vicieux destructeur. Alors Yeltsin marque une pause, boit une gorgée de thé à la tasse qui est sur sa table, et il continue. Fort du pouvoir conféré par le suffrage universel de 1991 et fort de la confiance que m'ont renouvelé les citoyens de la Russie par le référendum de 1993, j'ai validé par décret des amendements et avenants à la Constitution de la Fédération de Russie en vigueur. L'organe suprême du pouvoir législatif devient l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, parlement bicaméral fonctionnant sur un mode professionnel. Les élections sont fixées au 11 et 12 décembre 1993. Je suis favorable à ce qu'une fois l'Assemblée fédérale en place, des élections présidentielles anticipées soient organisées. Vous et vous seuls électeurs devez décider qui occupera ce poste d'État suprême de la Russie pour un nouveau mandat. Donc, résumons, à partir du 21 septembre, le Soviet suprême et le Congrès des députés du peuple sont dissous, leur pouvoir donc annulé. Bon, les députés peuvent sans problème réintégrer leur emploi, mais les droits des libertés sont maintenus. Il n'y a pas de régime d'urgence, mais il y a cette mesure, c'est que désormais, il y aura une nouvelle chambre, toute nouvelle, et que celles existantes sont dissoutes. Alors, le discours du président est télédiffusé dans la soirée. 2 heures après, Kasboulatov prend la parole, 2 heures après, en déclarant que Boris Yeltsin n'est plus président. 5 heures après, le Soviet suprême, à son tour, vote la destitution du président Yeltsin. Et enfin, le vice-président Routskoy est déclaré président. Il prononce un discours annonçant immédiatement le retour à l'économie planifiée. De nouveaux ministres sont nommés, au moins à la sûreté, à l'intérieur et à la défense. En face, dans le camp présidentiel, la tactique est disons, de ne rien brusquer. On va quand même couper. On va couper les communications de la Maison-Blanche, l'électricité, l'eau, les lignes téléphoniques, et on va mettre un cordon autour de la Maison-Blanche. Ça, le cordon n'est pas étanche. Il pourra bien sûr avoir des sorties, des rentrées. C'est le moment où beaucoup d'armes, d'ailleurs, vont pénétrer dans la Maison-Blanche. Euh, donc la situation est d'une gravité extrême. C'est, euh, on ne sait pas quel mot employer. Putsch, non. Coup d'État, non plus exactement, puisque c'est un pouvoir légitime. En tout cas, c'est un coup de force
très audacieux et très risqué. Donc, du côté de Yeltsin et de Gaïdar, on ne veut pas décréter l'état d'urgence, je l'ai dit, on ne veut pas déclarer les anciens députés à l'état d'arrestation, pas de sang, pas d'effusion de sang à Moscou et dans les régions, ne pas céder aux provocations, attendre, attendre, attendre que l'affrontement se résorbe de lui-même, que les députés en aient assez de se terrer dans la Maison Blanche, qu'ils comprennent l'inéluctabilité de nouvelles élections. Bref, il ne faut pas répéter les erreurs des putschistes de 91. Alors, à la Maison-Blanche, eh bien, les gens sont donc retranchés, sans eau, sans électricité. Ils se sentent un peu comme dans une forteresse assiégée. Et, il y a d'ailleurs comme une psychose, un désarroi qui ne va pas favoriser les pourparlers de paix. Là, on était pour le moment encore dans des relations pacifiques et on voit que l'affrontement tourne à la guerre civile. Alors, euh, que fait la population? Eh bien, la population commence à arriver, à se masser, notamment dans le vieux quartier historique de l'Arbat, qui est pas loin de la Maison Blanche. Vous voyez, il y a une grande rue, il y a des petites maisons anciennes, etc. Donc, j'ai mis ces étoiles là pour montrer l'endroit où une foule nombreuse va arriver sur la place de Smolensk, dans ce quartier de l'Arbat. Euh, euh, alors, sur le fil du rasoir, voilà ce que dit Yeltsin. Entre-temps, des attroupements considérables se formaient devant la Maison-Blanche et autour. Au début, cela a été pour moi un choc. Et puis, j'ai compris. Outre les trublions professionnels du mouvement d'Ampilov, la Russie du travail, on voyait affluer des curieux, des sympathisants, des excités. Ce qui les attirait, c'était le spectacle politique inouï qui se déroulait à Moscou. Le même phénomène, sous une forme encore plus paradoxale, s'est produit plus tard au moment de l'assaut de la Maison-Blanche. Un assaut que nous avons finalement été obligés, forcés de donner. Alors, euh, cette foule n'est pas tellement agressive, là, durant ces journées du mois de fin septembre. Ça correspond donc avec la fête annuelle du quartier de l'Arbat. Donc, il y a différentes manifestations festives. Sur la place rouge, il y a même un très grand concert, 100 000 personnes, avec Rostropovitch, donc, qui sera ensuite invité de Yeltsin. Donc, c'est un mélange de population. Vous voyez très bien sur cette belle photo un rassemblement de partisans avec, ça ressemble un peu, bon, aux gilets jaunes au départ. On se chauffe, on joue de la guitare, pas mal de jeunes. C'est pas une foule haineuse qui est là pour le moment, 26 septembre. Euh, bon, peu à peu, 26, 27, 28, 29, là la photo est du 30, donc une foule quand même de plus en plus nombreuse. La milice, c'est-à-dire la police, est également présente. Il y a quelques chocs, rien de grave. Le 1er octobre, il y a quand même, vous voyez, des. Alors, ça, c'est pas la police, c'est des milices privées, si vous voulez, d'extrême droite, qui commencent à entrer à la Maison-Blanche, à sortir, tout ça. La Maison-Blanche va attirer beaucoup de forces idéologiquement assez différentes. Le 1er octobre, Yeltsin passe près de la Maison-Blanche, 333, pour voir. Il a survolé un hélicoptère aussi. Euh, le 1er octobre, en me rendant au Kremlin, je priais mon chauffeur de s'arrêter devant la mairie, à 200 mètres de la Maison-Blanche.
Le temps était maussade, il soufflait un vent fort, des journalistes de la télévision accoururent et je dis quelques mots. Tant que la Maison-Blanche n'aura pas déposé et rendu les armes, pas de négociation. Bâtisse lourde et familière, la Maison-Blanche, si hostile depuis un an, se dressait devant moi. L'envie me prit de sortir de ce mauvais rêve, là tout de suite, de briser tous mes plans, ma stratégie, d'entrer dans l'édifice, de m'asseoir à la table des négociations, de leur arracher des concessions, de les forcer à rendre les armes et à renoncer à la confrontation, de faire quelque chose. Mais ce n'était plus possible, les ponts étaient coupés. Euh, Kazboulatov est également à la Maison-Blanche. Vendredi 1er octobre, à la Maison-Blanche, le Congrès en séance. Kazboulatov déclare devant les députés: le problème des armes, c'est un faux problème détaché de son contexte. En tant que Congrès, nous sommes responsables de toutes les armes existantes sur le territoire de notre pays, y compris des armes nucléaires. S'ils continuent à s'en tenir à cette ligne, ils prouveront par là même le peu de cas qu'ils font des négociations. Kazbulatov rappela ces négociateurs, qualifia bon, une nouvelle fois de faux problèmes. Donc, Kazbulatov a quand même les choses bien en main. Bon, des soldats armés, des forces donc officielles du ministère de l'Intérieur, l'armée hésite, forme un cordon autour du Parlement le 2 octobre. Le 3 octobre, de premiers affrontements éclatent entre les policiers et les manifestants. À 4 heures, on s'en prend à la mairie de Moscou. Le 3 octobre, le lendemain, alors là, vous voyez la foule, hein, des milliers de personnes sur la place Lénine. On se dirige vers le Parlement. La police, qui est en petite force, bloque. On leur résiste. C'est des échauffourées assez solides. Ce même jour, au milieu de l'après-midi, apparaît Routskoy, vice-président mais devenu président, avec ses gardes du corps. Il n'a pas l'air très assuré. Toujours ce même jour, euh, c'est Routskoy qui appelle à prendre d'assaut le centre de télévision Ostankino, parce que c'est de là qu'émettent toutes les émissions de télévision. Donc, on se dirige en camion vers Ostankino sur le plan, bon, le Kremlin ici, la Maison Blanche et la tour, donc, est située au nord de Moscou. Ce n'est pas très loin, mais enfin, toujours pareil, au moins plus d'un kilomètre. Et on arrive à la journée sanglante du 4 octobre. Là, euh, comment dirais-je, Yeltsin, après avoir hésité, vers 7 heures du matin, donne l'ordre à l'armée de prendre la Maison-Blanche. Alors l'armée a pris une courte hésitation, mais c'est le ministre de la Défense, Gratchev, qui soutient Yeltsin, et l'armée décide de marcher vers 7 heures du matin. Donc, il y a 1300 militaires qui prennent la Maison-Blanche. Alors, vous avez des véhicules transporteurs de troupes, là, ce qu'on appelle les VTT. Vous avez des 10 chars T-72 qui se positionnent à 10 heures devant la Maison-Blanche et qui effectuent 12 tirs, certains à blanc, mais d'autres qui ne le sont pas. Les étages supérieurs de la Maison-Blanche prennent feu. Donc, beaucoup de gens sortent évidemment rapidement de l'immeuble. Euh, on fait monter au moins les députés dans des autobus. Hein. Kazboulatov, Routskoy sont les derniers. Et on amène ces députés, on ne sait pas trop où. De nombreux défenseurs de la Maison-Blanche s'échappent. Bon, aucun député n'est tué, mais il y a des civils, des jeunes, des adolescents qui vont tomber sous les balles de la police, des rebelles, des snipers. Au total, il y aura 150 morts environ. Voici quelques photos de cette terrible journée du 4 octobre, des blessés presque morts.
Là, l'assaut est terminé et c'est déjà des pilleurs, des gamins qui viennent piller, qui démontent les voitures abandonnées. Et donc, Yeltsin peut apparaître à la télévision en disant la mutinerie facho-communiste armée est écrasée. Et on apprendra un peu plus tard qu'il y a au moins 150 à 200 morts, peut-être beaucoup plus. Euh, c'est très compliqué c'est intéressant, mais très compliqué d'expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu 20 ans après, donc en 2013, pardon, un colloque à Moscou, colloque d'historiens sur le mouvement d'octobre 93. Et un mois après, à Paris, les scientifiques spécialistes de la Russie ont organisé un colloque, et vous pouvez d'ailleurs suivre tout le colloque sur une vidéo de YouTube. De ces colloques, euh, on a attiré plusieurs choses. D'abord que ça a beaucoup intéressé les historiens russes ont déjà beaucoup travaillé pour savoir quel était l'état des troupes, quel était l'état d'esprit, etc. C'est étonnant qu'à une période donc déjà très poutinienne, 2013, on ait laissé comme ça creuser cette affaire. Mais je veux terminer, parce que je ne veux pas être trop long, sur une idée quand même assez fondamentale, me semble-t-il, c'est que cette crise de 93 a quand même révélé, mis en scène un style de régime que Poutine ne fera qu'utiliser, c'est-à-dire un régime fort, autoritaire, l'idéal de Yeltsin en combattant le Parlement, hein, c'est que euh, il ne peut pas y avoir deux pouvoirs. Il faut qu'il y ait un pouvoir, un chef, un responsable. C'est une idée assez soviétique. Tout le compromis est à rejeter. Il y a chez Yeltsin l'idée que l'usage de la force est légitime. Il faut une main de fer. C'est une loi de l'histoire. Il ne faut pas être faible. Euh, et ce coup de force quand même de Yeltsin, hein, a permis, et c'est grave pour la suite, de convaincre la population que dans le fond la violence est légitime, que le Parlement ne tient pas à grand-chose et que le rôle de la société, c'est de regarder le pouvoir et surtout de ne pas influer sur lui. Il doit faire confiance au chef. Euh, donc, tout ceci mérite réflexion. Yeltsin, ce n'est pas Staline, loin de là. Yeltsin a permis donc au régime de Gorbatchev de se désoviétiser en partie, mais les idées de fond qui demeurent dans l'esprit de Yeltsin quant au régime idéal, c'est un régime autoritaire et fort, où le Parlement a peu de place. Et cette crise de 93 a été fondamentale comme révélatrice. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.